Chronique Siliane, livre 2, Le maître de l'oracle. Chapitre 8, L'enclume. Nadioska était assise à l'une des tables de la cantine en compagnie de Lige et de Laureline. Les deux enfants prenaient un copieux goûter, en mangeant divers gâteaux et en buvant des jus de fruits à la couleur pourpre foncé. Il s'agissait également de ce que Nadioska sirotait, tout en étant connecté au Naal. Depuis l'arrivée de Netona, les Silians envoyaient des flots ininterrompus de réflexion, si bien que le Naal ressemblait maintenant à une mer houleuse menacée par un ouragan. Deux branches s'étaient formées de façon assez naturelle, une consacrée au problème Netona, l'autre, plus studieuse, planchait sur les écrits d'Orlim. Nadioska naviguait entre les deux, en glanant quelques renseignements au passage. Dans la section Netona, une poignée de Silians, spécialisés dans l'extraction d'informations, interrogeait le lieutenant de l'ordre en le sondant pour récupérer ses pensées superficielles. Cette méthode, douce, rendait impossible l'obtention de données précises, mais permettait de savoir si le prisonnier mentait. Pour le moment, le fait qu'il ne répondît à presque aucune question en réduisait grandement l'efficacité. Iridris avait tenu à être présente, son intuition ne l'ayant pas quittée, elle voulait comprendre les véritables raisons de la venue de Netona sur le Vakniel. Curieusement, le lieutenant de l'ordre semblait plus enclin à discuter avec Iridris, si bien que les sondeurs avaient fini par laisser la jeune femme conduire seule l'interrogatoire. Malgré tout, Netona n'était pas d'humeur à leur fournir ces informations sur un plateau doré, et au bout de quelques heures, ils durent avouer qu'ils n'en savaient pas beaucoup plus. Dans l'immédiat, de nombreuses questions resteraient sans réponse. Nethias avait raconté à Jade, et donc par extension à tous les Silians, les récentes nouvelles de la Confédération. Il avait également expliqué en détail la venue de Netona chez lui, puis son enlèvement, son arrivée sur Syl, et bien sûr le passage dans le téléporteur. Beaucoup de Silians s'étaient étonnés de la facilité avec laquelle Netona avait trouvé l'adresse du Vakniel. Iridris, quant à elle, continuait de penser que tout ceci n'était pas le simple fruit du hasard, et que les derniers événements s'inscrivaient dans une immense trame qui les dépassait. Du côté de la section décryptage, quelques Silians versés dans l'art délicat des mathématiques spatiales planchaient avec un plaisir non dissimulé sur les coordonnées laissées par Orlim. Elle travaillait, sous la férule de Sidiel, un Silian réputé pour être un véritable génie en la matière, à calculer ces coordonnées qui dataient de plusieurs milliers d'années, leur but, en déduire les endroits où se situaient les clés du pouvoir actuellement. La tâche se trouvait fort ardue, car il fallait dans un premier temps transposer le système hilarien vers celui des Silians, puis simuler les mouvements et dérives des soleils au sein de la galaxie. Nadioska se contentait de survoler vaguement ce groupe, car elle comprenait assez mal les différentes conversations des experts qui émettaient des suppositions, puis passait ensuite des heures à effectuer des manipulations complexes. Bien qu'elle-même possédât quelques bases sur le sujet grâce à ses cours de pilotage, elle devait avouer qu'il ne s'agissait pas du domaine dans lequel elle avait obtenu ses meilleures notes. Quoi qu'il en soit, cette section avait fait quelques progrès et ils avaient déjà annoncé dans le Naal que la localisation d'une première clé allait se faire dans les heures à venir. Alors, interrogea Lige qui venait de terminer sa deuxième part de gâteau. Où ça en est ? Netona refuse de parler et les mathématiciens restent en pleine réflexion intensive, répondit Nadioska. Pas grand-chose de neuf, quoi ? Elle soupira avant de reprendre une gorgée de sa boisson. Elle était très acidulée et elle se demanda quel pouvait bien être le fruit qui la composait. Il n'y en a pas qu'un seul là-dedans, fit une voix derrière elle. Il s'agit en réalité d'un mélange très subtil de plusieurs fruits différents. Nadioska se retourna. Jade s'approchait en compagnie de Nethias, ils s'assirent tous deux à la table. « Comment sais-tu que je me posais cette question ?» s'étonna-t-elle. « Tu es connecté au Naal en ce moment. »« Oh, c'est vrai, je n'y fais même plus attention » s'exclama-t-elle. « Vous avez bien de la chance, jeune demoiselle » affirma Nethias. « Je donnerais toute ma fortune, et bien plus encore, pour pouvoir y arriver. » « Et oui, Monsieur Nethias, tout le monde ne peut pas être la Céliane, fit-elle avec ironie et un brin de fierté. Nethias jeta un coup d'œil interrogatif à Jade. Je la trouve moins timide, lui dit-il. Elle révèle enfin sa nature profonde, répondit Jade. En fait, il s'agit d'une véritable peste. Pas vrai, s'insurgea brusquement Laureline, le visage rouge de colère.
Oh, fit Jade, je vois que tu as maintenant quelques fans. Puis il se tourna vers la petite fille qui le regardait d'un œil noir. Veuillez m'excuser, jeune demoiselle, je ne souhaitais pas offenser notre sainte Céliane. Je vous promets de me repentir dans les plus brefs délais. Laureline haussa les épaules et reprit son goûter là où elle l'avait laissé, tandis que Nadioska arborait un grand sourire. Et voilà, s'exclama-t-elle dans le Nahal, j'ai des gens pour me défendre maintenant. Des gens, remarqua Jade, une gamine, tu noteras que même Lige n'a rien dit. Il est trop occupé à manger son gâteau, répliqua-t-elle en regardant le garçon avec tendresse. Et depuis combien de temps pouvez-vous vous connecter au Nahal demanda Nethias. Juste une petite poignée de semaines en fait, répondit-elle. Mais elle l'a déjà parcouru en long, en large et en travers, compléta Jade. Il s'agit d'une mine fabuleuse d'informations, continua Nadioska ignorant volontairement son interruption. Nethias soupira. Je vous envie à un point que vous n'imaginez même pas, avoua-t-il. Je sais ce que vous ressentez, affirma-t-elle. Moi aussi, j'ai connu ça. Alors que Jade s'apprêtait à reprendre la parole, soudain un fort remous apparut au sein du Nahal. Attirés par la vague créée, Nadioska et Jade se focalisèrent sur le cœur de l'agitation. De nombreux Silians discutaient en même temps, enthousiasmés par ce qu'ils venaient de découvrir. Que se passe-t-il demanda Jade. Ça y est, s'exclama Sidiel joyeusement. Nous sommes sûrs d'avoir trouvé la position d'une des clés. Nous avons été plus rapides que prévu. Nous sommes tous tombés d'accord sur une série de coordonnées spatiales, expliqua un autre membre de son équipe. Génial, s'écria Jade. Et où se situe-t-elle ? Ici, répondit Sidiel. Comment cela ? demanda Nadioska. Je veux dire, dans ce système solaire et plus précisément, sur la Lune autour de laquelle nous effectuons notre orbite actuellement. Une des clés réside sur cette Lune, s'étonna-t-elle. D'après Orlim, celle possédant la forme d'une enclume se situerait dans un complexe creusé sous la surface, répondit Sidiel. Une enclume, reprit Nadioska, comme dans mon rêve. D'après les autres renseignements d'Orlim, il se serait débrouillé pour fournir les mots de commande à 5 personnes. Nadioska, vous avez celui de l'enclume en vous. Vous seul pouvez activer cette clé. Vraiment, mais je l'ignore, s'exclama-t-elle. Il se situe quelque part dans votre tête, déclara Sidiel. Orlim ne donne pas plus d'indications sur le sujet. Nadioska et Jade se regardèrent perplexes. D'autre part, nous avons compris quelque chose d'amusant, continua le mathématicien. Le mot Céliane n'est pas un titre, mais un prénom. Orlim vous a baptisé ainsi. Nous devrions donc à présent vous appeler Céliane, et non plus Nadioska. Céliane, répéta Jade. Sympa, je vais t'appeler comme ça maintenant. Je vais avoir du mal à m'habituer, répondit la jeune femme en fronçant les sourcils. Dvalim, resté en retrait jusqu'à présent, prit la parole dans le Nahal. Puisque nous savons qu'une des clés se trouve toute proche de nous, je propose que nous montions une équipe pour aller la rechercher. Il serait bon que cette équipe comprenne, outre Nad, Céliane, proposa Iridris, mais également Jade, Ilan et moi-même. Nous sommes les autres personnes dont la tâche est de récupérer ces clés. Il en manque une 5e, remarqua Dvalim. Eh bien, je pense savoir de qui il s'agit, déclara Iridris en jetant un coup d'œil à Netona. Lui, s'exclama Jade. Impossible. J'ai l'impression que si, mais j'ai besoin d'en apprendre plus à son sujet. En attendant, nous devons trouver l'entrée du complexe souterrain mentionné par Orlim, continua Dvalim. Je propose que nos pilotes prennent des navettes et partent scanner la surface de cette petite lune dès à présent. Cela risque de durer de nombreuses heures et même plusieurs jours. Y a-t-il des volontaires ? Au sein du Nahal, une vague de « oui » s'éleva si fortement que Nadioska, surprise, sursauta malgré elle. J'y vais aussi, ajouta Jade. Je viens avec toi alors, s'exclama Nadioska de façon joyeuse. Si tu veux, répondit-il en souriant. Parfait, préparez-vous, dans ce cas, reprit Dvalim. Nethias, dit Jade à haute voix, nous allons te laisser avec les enfants.
Nous devons partir en quête de la première clé. Vous en avez donc localisé une, dit Nethias à qui Jade avait précédemment rapporté les écrits d'Orlim. Oui, quelque part sur cette lune autour de laquelle nous nous trouvons en orbite. Faites attention à vous. T'inquiète pas, on en a vu d'autres, affirma le Silian en se levant. Ils quittèrent la cantine, laissant Nethias en compagnie des 2 enfants, et se dirigèrent vers le hangar le plus proche. Une centaine de pilotes se situaient déjà là et se mettaient d'accord pour se répartir les navettes, ainsi que les sections du petit satellite qu'il fallait sonder. La réunion était des plus silencieuses, tout se réalisant grâce au Nahal. On aurait pu entendre une mouche voler, s'il y en avait eu une. Une fois le partage effectué, Jade et Nadioska montèrent à bord de l'engin qu'on leur avait attribué. Jade s'assit à la console de commande, et Nadioska, prise de curiosité, en fit de même. Ces commandes sont différentes de celles du Vakniel, prévint-il. Pas grave, répondit-elle en posant les mains sur la table luminescente. Je vais essayer, on verra bien. Elle se concentra, sous les yeux amusés du Silian qui s'installa à son tour. Autour d'eux, les autres navettes décollaient dans un ordre harmonieux, si bien qu'un observateur extérieur aurait pu croire qu'il s'agissait d'un ballet aérien bien orchestré. On y va, dit-il en accédant mentalement aux commandes. Incapable d'y parvenir elle-même, Nadioska se contenta de reporter son attention sur ce que faisait son amie en se disant qu'elle pourrait en apprendre quelque chose. Ils quittèrent le Vakniel en compagnie des derniers engins, et se dirigèrent vers la lune toute proche. En fermant les yeux et en se concentrant sur le Nahal, Nadioska pouvait percevoir et localiser tous les pilotes. Reliés entre eux, ils formaient une immense toile d'araignée invisible qui se déployait peu à peu pour englober toute l'orbite basse. La sensation de communauté et d'harmonie était si forte que la jeune femme sentit monter en elle un sentiment de bien-être intense. Tu comprends maintenant pourquoi nous ne pouvons pas nous faire de mal les uns, les autres, dit Jade. Il y a de vrais liens d'amour entre chaque Silian. Oui, répondit Nadioska en souriant béatement. C'est si agréable. Elle avait l'impression de se baigner dans une mer chaude et douce, et se laissa lentement aller, oubliant qui elle était pour se plonger entièrement au sein de la collectivité, et ne plus faire qu'un avec les pilotes qui entreprenaient de sonder la surface de la Lune. Enivrée par cette sensation, elle eut bientôt le sentiment de ne plus avoir de corps, d'être une sorte d'entité spirituelle immense qui englobait d'un regard la totalité de l'objet céleste. Nad, appela Jade à haute voix. Brusquement tirée hors de son rêve éveillé, elle rouvrit les yeux. Évite de faire ça, lui dit-il. De faire quoi demanda-t-elle encore grisée par son expérience. De te fondre dans la communauté au point de t'oublier toi-même. Tous les Silians l'ont fait à un moment ou à un autre. Crois-moi, le réveil peut se révéler un peu dur. Nous avons eu quelques cas de schizophrénie suite à ces expériences, surtout quand elles étaient trop prolongées. Vraiment, s'exclama Nadioska terrifiée. Ayant eu l'impression d'avoir reçu une douche froide, elle se sentit complètement dégrisée et se reconnecta au Nahal avec précaution. La tâche méticuleuse du sondage de la petite lune dura pendant près d'une demi-heure, ce qui permit à Nadioska de continuer à tenter l'accès aux commandes de la navette. Mais au bout d'un moment, fatiguée par ses essais infructueux, elle finit par baisser les bras et se contenta de se focaliser sur les recherches. Un des pilotes repéra bientôt la présence d'une anomalie à quelques centimètres à peine sous la couche de terre et de poussière qui recouvrait entièrement l'objet céleste. Un groupe de navettes s'approcha du sol, et se concentra sur le point pour en déterminer la nature exacte. Il semblerait qu'il s'agisse d'une plaque de métal, signala quelqu'un. Elle se trouve assez grande pour que ce soit ce que nous cherchions, l'accès à un complexe souterrain, compléta un autre. Parfait, fit Dvalim qui était resté sur le Vakniel. Nous allons pouvoir passer à la deuxième étape. Les navigateurs du Vakniel déplacèrent le vaisseau cité pour le mettre à la verticale de l'anomalie. Quelle est la deuxième phase demanda Nadioska. Ouvrir ce sas pour pouvoir pénétrer dans cet endroit, répondit Jade. Pour cela, quelques volontaires vont devoir transpirer un peu. Je ne comprends pas, répliqua-t-elle. Tu vas saisir dans pas longtemps, affirma-t-il en souriant. Sur le Vakniel, de nouveaux Silians endossaient la combinaison protectrice qui permettait les sorties extravéhiculaires.
Par petits bonds successifs, ils se téléportèrent à la surface de la Lune, non loin de l'anomalie repérée, ils étaient munis de simples pelles. Vous n'avez rien d'autre pour creuser, demanda Nadioska effarée. En temps normal, nous n'avons pas l'habitude de réaliser des trous dans le sol des planètes, répliqua ironiquement Jade. Alors, pourquoi inventer un appareil sophistiqué pour effectuer une tâche exceptionnelle? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tout de même, continua Nadioska consternée. Des pelles? Ce qui est le plus simple est souvent le plus efficace. Dans le cas présent, franchement, pas sûr. Les 4 Silians volontaires, arrivés à l'endroit prévu, entreprirent de creuser tandis qu'une poignée de pilotes conservait un vol géostationnaire non loin d'eux, et que les autres regagnaient sagement les hangars du Vakniel. Poussée par la curiosité, Nadioska demanda à Jade de ne pas partir. Tu sais, rester ou rentrer ne fera aucune différence, signala le jeune homme. Maintenant que tu peux accéder au Nahal, tu vivras les événements de la même façon que tu te situes à côté ou bien à des milliards de kilomètres. Je préfère être sur place, murmura Nadioska dont l'attention était presque entièrement fixée sur les 4 Silians qui creusaient. Elle ne se trouvait d'ailleurs pas la seule à se focaliser sur eux, puisque la plupart des Silians connectés faisaient pareil. Au fur et à mesure des coups de pelle, la tension augmentait, si bien que Nadioska sentait parfois des frissons d'anxiété lui parcourir le dos. Lorsque bientôt l'un d'entre eux heurta quelque chose de dur, elle retint son souffle malgré elle. Ils lâchèrent leur outil et s'attachèrent à dégager à la main ce qui avait été signalé comme une anomalie par les pilotes. Il s'agissait bien d'une plaque métallique parfaitement lisse et sans aucune inscription. Seule une petite portion avait été mise à jour, et les Silians agrippèrent de nouveau leurs pelles pour la déblayer en totalité. L'entreprise prit beaucoup plus de temps que prévu, car contrairement à ce qu'ils avaient imaginé au départ, cette plaque, qui devait sceller l'entrée du complexe souterrain, mesurait plusieurs mètres en largeur et en longueur. D'après ses dimensions, je dirais qu'il s'agit plutôt d'un sas pour vaisseaux spatiaux, supposa Ilan, lui aussi concentré sur la découverte. À mon avis tu as raison, enchaîna Iridris. Un humain n'a pas besoin d'une porte de cette dimension pour passer. À moins qu'il soit très grand et très gros, termina Jade. Mais quel idiot, soupira Iridris, tandis qu'Ilan se mettait à rire. Sur le sol lunaire, les 4 Silians finissaient de dégager la plaque, dévoilant ses contours directement enchâssés dans la roche. Comment allons-nous l'ouvrir? Demanda Ilan. Nous allons rechercher des commandes à présent, répondit un Silian en commençant effectivement à sonder les abords du panneau. Quelques minutes furent nécessaires pour trouver un renfoncement bien dissimulé qu'ils analysèrent comme étant un récepteur d'ondes. Je pense que pour activer l'entrée, il faut envoyer des signaux sur une fréquence particulière, supposa l'un d'entre eux. Eh bien, on va réaliser quelques essais alors, annonça Jade en approchant sa navette et en la plaçant en position verticale juste au-dessus du sas. Je vais commencer en fournissant quelques longueurs d'onde assez basses. Inutile que vous restiez, conseilla Dvalim aux 4 Silians qui avaient dégagé l'endroit. Maintenant, revenez sur le Vakniel, vous avez terminé votre travail. Ils disparurent instantanément de la surface lunaire pour arriver dans l'une des cellules de la ruche. De son côté, Jade continuait à émettre en augmentant peu à peu la fréquence. Pour le moment, la plaque ne bougeait pas et Nadioska, anxieuse, sentait ses mains trembler légèrement sur la table des commandes. Peut-être faut-il fournir un code, dit-elle soudain prise d'inspiration. Tu crois? S'exclama Jade. Oui, il ne faut peut-être pas émettre en continu comme tu le fais maintenant. Si tu as raison, il nous faudra des siècles pour trouver, si on y arrive d'ailleurs. Sans aucune indication, comment pourrait-on deviner le code correct? N'avez-vous rien découvert à ce sujet dans les notes d'Orlim? Demanda Nadioska aux experts qui avaient travaillé sur le décryptage. Elle sentit que les Silians en question reportaient leur attention sur les feuilles étalées devant eux. Voyons, murmura Sidiel. Cette lune est la base de la caste des ouvriers, l'enclume se situe dans cet endroit, ça, ce sont les coordonnées, voyons, il y a là une série de chiffres qui ne correspondent à rien. En tout cas, nous n'avons pas réussi à leur trouver une signification. Donne-les-moi, pria Jade. 2, 18, 5, 9, 12, 12, 15 et 14.
Bon, à votre avis j'essaie cette séquence sur une fréquence particulière ou pas? Questionna Jade. Tente sur celle où tu te trouves actuellement, répondit Nadioska pensive. Il suivit ses conseils, et fournit des séries d'ondes en se calquant sur les informations de Sidiel. Aussitôt le dernier envoi effectué, une lumière rouge s'alluma brièvement à l'endroit du récepteur, comme s'il signalait qu'il avait bien compris le message. Il se passe quelque chose, commenta Jade. Il faut juste espérer qu'on ne vient pas de lui demander de nous tirer dessus. Orlim ne l'aurait jamais autorisé, intervint Nadioska. Ah oui, tu le connais aussi bien pour pouvoir l'affirmer, s'exclama-t-il en fronçant les sourcils. Elle ne répondit pas, toute son attention étant fixée sur la plaque qui s'ouvrait lentement. Au sein du Nahal, un silence enveloppa toute la communauté, et pendant un instant, les Silians connectés se sentirent comme happés par le trou noir qui apparaissait à la surface. Nadioska elle-même faillit tomber de son siège avec la désagréable impression d'avoir tenté de sauter dans le vide. On va s'approcher un peu, murmura Jade dans le Nahal, en brisant ainsi un calme qui commençait à devenir pesant. Il effectua une lente descente vers l'ouverture béante, et alors qu'il en franchissait le seuil, les commandes de la navette lui signalèrent l'existence d'un champ invisible, mais bien présent. Il interrogea mentalement ses différents capteurs. J'ai l'impression que cela permet simplement de maintenir une atmosphère dans le complexe souterrain, conclut-il au bout d'un moment. On y va. Sois prudent, conseilla Dvalim. Jade ne répondit pas et pilota afin de pénétrer la zone à faible vitesse. Il ressentit une légère résistance, mais put passer de l'autre côté sans encombre. Ils étaient entrés dans un immense couloir taillé directement dans la roche, et qui paraissait s'enfoncer vers le cœur de la petite lune. Il interrogea encore une fois les capteurs de la navette. « Je détecte une atmosphère respirable », dit-il en continuant à avancer. Jade, appela Iridris dans le Nahal. « Je pense que nous devrions visiter ce complexe à plusieurs. Une équipe composée de toi, de Céliane, Dylan et de moi semblerait idéale. Pour être parfaite, cette équipe devrait intégrer une 5e personne, nota Jade. On verra plus tard, répliqua Iridris. Pour le moment, reviens sur le Vakniel. Nous devrions mettre des combinaisons protectrices pour explorer cet endroit. On ne sait pas du tout ce qu'on va y trouver. Soyons prudents. Iridris a tout à fait raison, affirma Dvalim. Jade fit demi-tour en suivant les conseils de son ami, et ressortit du tunnel pour se diriger vers le vaisseau cité. Les autres pilotes encore présents sur place, n'ayant également plus rien à faire en vol, regagnèrent aussi leur hangar. Une fois revenus sur le Vakniel, Jade conduisit Nadioska vers la ruche afin qu'ils enfilent une combinaison protectrice. « Enlève tes chaussures » demanda-t-il. « Par contre, tu peux garder le reste de tes vêtements. » « Bah, il ne manquerait plus que je me déshabille devant toi » s'exclama-t-elle en faisant une moue désapprobatrice. Il sourit, puis décrocha d'un mur l'une de ses combinaisons et la lui donna. Fabriquée dans une sorte d'épais tissu caoutchouteux, sa couleur noire semblait absorber la lumière qui l'entourait. Nadioska l'enfila avec une certaine difficulté, la matière qui la composait se collait irrésistiblement à elle, comme une seconde peau plus rigide. Elle réussit à s'y glisser au final grâce à l'aide de Jade. Pourquoi porter ça? À part le fait qu'il faut faire des pieds et des mains pour la mettre, est-ce qu'elle protège vraiment? Demanda-t-elle en observant la combinaison d'un œil sceptique. Elle protège du froid, de la chaleur et du feu, se referme d'elle-même si elle est déchirée, maintient une pression constante, et permet même d'aider à cicatriser en cas de blessure. Super! Là-dedans, il ne peut rien nous arriver alors, s'exclama-t-elle. Si c'était vrai, soupira-t-il. Il lui présenta ensuite une paire de bottes, et s'habilla à son tour. Ses bottes montaient jusqu'aux genoux et se trouvaient beaucoup plus épaisses que le reste de la combinaison. Une fois entièrement vêtue, elle s'observa d'un œil critique. « J'ai l'impression d'avoir des pieds énormes », dit-elle boudeuse. Ces bottes s'adaptent automatiquement à la pesanteur afin de toujours être en contact avec le sol. Elles ne sont peut-être pas élégantes, mais elles sont bien pratiques. Il fit une pause et regarda Nadioska qui fronçait les sourcils, les yeux fixés sur le bas de ses jambes. Il ne put s'empêcher d'éclater de rire, devant la mine déconfite de la jeune femme. « Tu n'es pas censé participer à un concours de beauté, alors oublie-les un peu, dit-il en la poussant vers la sortie.
Le groupe d'exploration s'était donné rendez-vous dans l'un des hangars. Quand Jade et Nadioska arrivèrent, ils constatèrent qu'Ilan et Iridris étaient déjà là, vêtus eux aussi d'une combinaison protectrice. Ils attendaient en discutant avec un homme que Nadioska ne connaissait pas. Les cheveux bruns bouclés, de taille moyenne, il ressemblait plus à un membre de la Confédération qu'à un Silian. Une fois Jade et Nadioska à son niveau, il se tourna vers eux. « Bonjour Céliane », commença-t-il en utilisant que le Nahal si bien que ses lèvres ne bougeaient pas. « Je m'appelle Ladan et je suis le pilote qui va vous conduire jusqu'au complexe. » « Enchantée Ladan », répondit-elle en se forçant, elle aussi, à passer par le Nahal, ce qu'elle trouvait assez perturbant, plus habituée à parler de façon classique avec quelqu'un qui se situait juste en face d'elle. « Nous sommes au complet », signala Iridris. « Allons-y. » Ils montèrent à bord de la navette et Ladan s'assit à la console de commande, tandis que les autres s'installaient sur les confortables sièges. « Savez-vous comment on va s'y prendre exactement » demanda Nadioska à voix haute tandis que Ladan s'occupait du décollage. « Vu le peu d'informations, » répondit Jade, « on va devoir improviser. »« Je n'aime pas tellement ça, » dit-elle en grimaçant. « Vous ne devriez pas vous inquiéter, » la rassura Iridris. « Orlim n'aurait rien fait qui puisse mettre sa Céliane en danger. Du moins, c'est ce que nous pensons tous. » Malgré sa foi en Orlim, Nadioska reprit, « Et le mot de commande de l'objet ? Je ne le connais pas. » Aucun d'entre nous n'en a conscience, intervint Ilan. Mais nous les avons en nous. Je suis sûr qu'ils s'imposeront à nous le moment venu. Je vois que vous semblez tous plutôt optimistes. Moi, j'ai confiance, admit Jade radieux. Moi aussi, répliqua Ilan. Moi de même, termina Iridris en souriant. Nadioska soupira et reporta son attention sur la petite lune qui se rapprochait. Tout comme l'avait fait Jade, Ladan ralentit pour franchir le champ qui maintenait l'atmosphère respirable dans le complexe souterrain. Puis, il descendit avec prudence dans le noir le plus total, en scannant mentalement les alentours pour détecter les obstacles. Nadioska eut une impression de déjà-vu. Cette expérience faisait étrangement écho à celle qu'elle avait connue la première fois avec les navigateurs. Oppressée, elle se déconnecta pendant quelques instants du Nahal. « Ça va » demanda Jade à haute voix. « Moyennement » répondit-elle. « J'ai encore cette bizarre sensation d'avoir vécu cela auparavant. Je ne m'y habitue pas, c'est très perturbant. » « Tu vas peut-être te rappeler le mot de commande grâce à ça, suggéra-t-il. « Peut-être » murmura-t-elle en reprenant contact avec le Nahal. Au bout de quelques secondes de descente, Ladan sentit que la navette pénétrait dans une énorme salle. Il ralentit encore et redoubla de prudence. Alors qu'il franchissait le seuil, des lumières s'allumèrent automatiquement un peu partout, dévoilant l'espace dans lequel il venait d'arriver. Il s'agit d'un hangar, affirma Ilan après un rapide coup d'œil alentour que permettaient les parois transparentes de leur engin. L'immense salle, aux murs gris-marron creusés dans la roche lunaire, ne possédait aucune fioriture. Seuls quelques grands rectangles blancs, peints à même le sol, signalaient les emplacements de stationnement, aucun vaisseau spatial ne se trouvait présent dans ce hangar. Ladan se posa avec douceur en plein milieu de cet endroit. « Parfait, » dit Iridris. « Maintenant, c'est à nous de jouer. Ladan, tu restes là en cas de problème, nous allons faire un tour. » « D'accord, » répondit le pilote. « Inutile que vous preniez des casques, l'atmosphère ici est parfaitement respirable et la température acceptable, bien qu'un peu fraîche. » Il ouvrit la porte de la navette et actionna le déploiement de l'escalier. « Faites attention à vous », conseilla-t-il en regardant les 4 explorateurs descendre. « Pas de problème », signala Jade. « On va juste jouer les touristes. » Il fut le premier à mettre le pied dans l'immense hangar, suivi de près par Nadioska, puis d'Iridris et d'Ilan. D'un coup d'œil circulaire, il constata la présence de plusieurs sas de taille humaine, tous fermés. « Par où on commence » demanda-t-il. Ilan haussa les épaules et se tourna vers Nadioska. « Par où on commence » répéta-t-il à son attention. « Je ne sais pas » répliqua-t-elle. « Chère Céliane, vous avez en vous toutes les réponses » affirma-t-il en pointant un index vers la tête de Nadioska. « Ah bon ? Et, bien pour le moment, elle ne semble pas très accessible. »
Elle n'avait aucune idée du chemin à emprunter et resta pendant quelques instants à observer les différents sas en quête d'un indice quelconque. Puis, ne sachant se décider, elle désigna celui le plus au centre du hangar. « On n'a qu'à commencer par là, suggéra-t-elle. Mais je ne vous garantis pas qu'il s'agisse du bon. » Jade se dirigea vers l'endroit indiqué d'un pas résolu, suivi de près par les autres membres du groupe. Ils traversèrent la salle, où seuls les faibles bruits de leurs bottes brisaient le silence. Arrivés devant la porte fermée, ils constatèrent que, sur le côté droit, se trouvait une plaque de la taille d'une main humaine. Ça me semble être un système assez classique de commande, très proche de ce que la Confédération a mis au point. C'est bien le cas ? Il jeta un œil à Nadioska, qui se contenta de hausser les épaules en signe d'ignorance. Jade pressa sa paume contre le dispositif, le sas s'ouvrit dans un léger bruit de glissement. Pour le moment, le complexe paraît fonctionner de façon correcte, signala Iridris. Espérons juste que le renouvellement d'oxygène marche parfaitement bien, nota Ilan. Nous n'avons pas apporté de casque, ce serait dommage de mourir ici par suffocation. Nadioska se tourna vers lui à moitié affolée. Ne l'écoutez pas, soupira Iridris. Ilan a un sens de l'humour assez particulier. Il y a beaucoup trop d'air dans ce complexe pour qu'en quelques minutes nous l'utilisions en totalité. Oui, bien sûr, admit Nadioska en se fustigeant intérieurement d'avoir été aussi bête. Le couloir qui s'étendait au-delà du sas était plongé dans le noir, et seule la clarté provenant du hangar permettait d'en voir les premiers mètres. Jade s'avança à la recherche d'un bouton ou d'une commande qui actionnerait un moyen d'éclairage, mais ce faisant tout l'endroit s'illumina de lui-même, laissant apparaître une série de longs tunnels taillés dans la roche, ce qui n'était pas sans rappeler les souterrains de Krigal. « Nous voici repartis pour faire un tour dans un labyrinthe », soupira Jade. « Ne comptez pas sur moi pour vous guider là-dedans, » avertit Nadioska. « Eh bien, on n'a qu'à aller tout droit », s'exclama Jade. Cela dit, il prit la tête du petit groupe et commença à arpenter les grands couloirs, regardant à droite et à gauche à chaque embranchement, dans l'espoir de tomber sur quelque chose qui attirerait son attention. « N'hésite pas à nous signaler si ton intuition se met en marche, » dit-il à l'adresse de Nadioska. « Pour le moment, rien du tout, » répondit-elle. « Ça a l'air gigantesque ici. » « Il s'agit d'un complexe, » ironisa Jade. « Il va nous falloir des jours pour tout visiter. » Probable, mais nous pouvons nous le permettre. Orlim n'a jamais dit que nous avions un temps limité devant nous. J'espère que c'est le cas, répliqua Nadioska pensive. Durant leur exploration, ils constatèrent que les couloirs donnaient parfois sur des petites pièces qu'ils entreprirent d'inspecter. Ces endroits, meublés de tables, de chaises et de bibliothèques, ne fournissaient aucune indication sur ce qu'ils cherchaient. Quelques feuilles de papier, parfaitement bien conservées et éparpillées un peu partout, étaient recouvertes d'écrits, des plans, des schémas, ainsi que de notes, mais rien qui ne concerne une clé de pouvoir en forme d'enclume. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de bâtisseurs et de concepteurs ici, constata Ilan. Il n'y a que des informations techniques. Rien sur leur mode de vie ou bien des explications sur ce qui les menaçait. Cette base devait être dédiée aux ingénieurs, supposa Iridris en essayant de comprendre l'un des dessins qu'elle avait trouvé. Ils auraient au moins pu nous laisser un plan du complexe, en indiquant l'endroit où se situe l'enclume, s'exclama Ilan. Avec une grande croix rouge et une inscription, ici objet du pouvoir. Ça nous aurait facilité la tâche. Il doit être bien gardé, intervint Nadioska sur un ton pensif. Ils se tournèrent tous vers elle dans un seul mouvement. Tu te souviens de quelque chose ? Demanda Jade. Non, répondit la jeune femme en haussant les épaules. Il s'agit juste de logique de base. Ce truc semblait très important pour eux, ils l'ont donc caché dans un endroit sécurisé. Bien sûr, affirma Iridris. Céliane a tout à fait raison. Nous devrions continuer et trouver un lieu particulièrement bien protégé. Ils reprirent leur exploration à travers les différents couloirs, cherchant du regard des emplacements spécifiques qui pourraient les mettre sur la piste de la clé. Ils marchèrent ainsi durant presque une heure, s'arrêtant parfois dans des pièces un peu plus grandes que les petits bureaux visités au départ. Ils inspectèrent plusieurs salles, qu'ils supposèrent être des ateliers de fabrication. Sur de larges tables en fer étaient posés de nombreux instruments aux formes variées, certains devaient couper, d'autres raboter, d'autres encore souder.
Quelques schémas de montage traînaient entre deux outils, comme si les personnes qui travaillaient ici avaient provisoirement quitté les lieux, mais comptaient bien y revenir pour terminer leurs tâches. Cet endroit me rend triste, avoua Iridris. Ces gens ont disparu, mais on ignore toujours pourquoi et comment. J'ai l'impression de trouver des traces de vie de parents lointains avec lesquels je ne pourrai jamais discuter, que je ne pourrai jamais apprendre à connaître. C'est un peu le cas, affirma Jade. Il jeta un dernier coup d'œil dans la salle avant d'ajouter : venez, il faut continuer. Il reprit la tête du groupe, encourageant les autres à poursuivre les recherches sans sombrer dans la mélancolie. Il s'avança dans les couloirs en décidant de ne plus bifurquer, et en se contentant d'aller tout droit. Après 10 nouvelles minutes de marche, ils arrivèrent au final devant une énorme porte faite d'un métal dont la couleur évoquait le bronze. Elle possédait un aspect massif, mais aucune inscription, ni aucune forme d'ouverture visible. Jade, impressionné, y posa la paume de sa main. « Ça alors !» s'écria-t-il. « Je ne connais pas la composition chimique de cette porte. Je n'avais jamais vu rien de tel auparavant. » Iridris s'approcha et imita son ami. « Tu as raison », confirma-t-elle. « Ce métal nous est étranger, mais, il y a quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus bizarre. » « Ah, toi aussi, tu as une drôle d'impression », s'exclama Jade. « Oui, j'ai la sensation que cette porte pense. » « La porte pense ?» s'étonna Nadioska. « Un peu comme notre Oredan, » reprit Jade. « Comme si elle était programmée pour faire quelque chose. » « Programmée ?» répéta Nadioska. « Pour protéger quelque chose par exemple ?»« Possible, » dit Iridris. « Il faudrait tenter de l'ouvrir. » Sur ce, elle se mit à chercher un dispositif, bientôt aidée par tout le monde. Ils ne trouvèrent rien du tout, ni sur l'huisserie, ni sur les abords directs, ni même plus loin. Comment est-ce qu'on va actionner cette chose ? S'enquit Ilan. On ne va quand même pas essayer de la démolir. Vu l'épaisseur qu'elle a l'air d'avoir, ça va nous prendre des années. Vous avez dit que vous aviez l'impression qu'elle était programmée pour réaliser quelque chose ? Questionna Nadioska à nouveau. À quoi tu penses exactement ? Demanda Jade. Au lieu de répondre, elle s'approcha et posa une main sur l'étrange métal. Aussitôt, un bruit se fit entendre comme un énorme déclic, il fut bientôt suivi par des sons de rouage en train de se mettre en marche. Lentement et avec de nombreux crissements, la porte s'éleva en disparaissant peu à peu dans le plafond. Je pensais à ceci, dit Nadioska satisfaite. Bravo, fit Jade impressionnée. Elle était programmée pour se débloquer au contact de la Céliane ? S'interrogea Ilan. Heureusement qu'on vous a gardé en vie. On aurait eu quelques soucis pour ouvrir ce monstre sans vous. Eh bien, ça fait plaisir de se sentir utile, grommela Nadioska. La porte disparut totalement, laissant devant le petit groupe un trou noir béant. On n'y voit rien là-dedans, murmura Jade. Il suffit peut-être d'avancer, suggéra Nadioska en mettant un pied dans la pièce. Aussitôt un flot de lumière inonda l'endroit, permettant aux visiteurs de découvrir un spectacle différent de ce qu'ils avaient pu noter dans les autres sections du complexe. Cette salle, immense et totalement circulaire, regorgeait d'appareils en tout genre. De multiples consoles d'ordinateurs plaquées contre les murs semblaient avoir repris vie et clignotaient, attendant probablement une intervention humaine. Disséminés un peu partout, plusieurs écrans, qui ressemblaient plus à de véritables cloisons de verre qu'à de classiques moniteurs de terminaux, renvoyaient l'état actuel du système solaire sous forme de graphiques simplifiés. Des tables en métal gris, submergées par de nombreux papiers en vrac, témoignaient de l'activité intense qui avait eu lieu ici. Mais c'est surtout le centre de la salle qui attira l'attention des visiteurs. Une immense console circulaire servait de base à un cylindre d'au moins 3 mètres de diamètre, qui s'élançait jusqu'au plafond. L'intérieur renfermait une fumée blanchâtre et laiteuse qui renvoyait partiellement la lumière sous forme de couleurs iridescentes. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» se demanda Jade en contournant les murs de verre et les tables pour s'en approcher. Les autres le suivirent, tout aussi perplexes. « Céliane ?» interrogea Ilan. « Vous avez une idée ?» Nadioska se contenta de secouer négativement la tête, subjuguée par la chose et par son contenu étrange. La fumée blanchâtre créait des volutes changeantes, dans lesquelles un esprit imaginatif pouvait apercevoir de vagues formes d'objets ou d'animaux.
Le petit groupe fasciné s'immobilisa devant le cylindre pendant plusieurs minutes, avant qu'Iridris ne s'oblige à reporter son attention sur le reste de l'endroit. Peut-être devrions-nous trouver des informations dans les documents qui se situent ici, suggéra-t-elle. On peut faire ça, confirma Jade en se forçant, lui aussi, à détourner les yeux. Les trois Silians se dispersèrent dans la salle, regardant les différentes feuilles étalées sur les tables, sans prêter intérêt au fait que Nadioska n'avait pas bougé d'un pouce. Tandis qu'ils cherchaient des indices ou des explications, Nadioska, comme hypnotisée, tendit une main par-dessus la console et l'approcha du cylindre. Au lieu d'être bloqué par une matière solide, ses doigts s'enfoncèrent légèrement dans la fumée blanchâtre, en créant autour d'eux de petits éclairs colorés et des crépitements d'électricité statique. Ses paupières devinrent soudainement lourdes au point qu'elle ne pouvait plus les garder ouvertes, elle sentit ses jambes s'affaiblir et se dérober sous elle. Avec une étrange sensation de ralenti, elle tomba dans un puissant fond. Brayon faisait nerveusement les 100 pas dans la salle principale de la base d'Ekatoria. Autour de lui, de nombreux ingénieurs s'activaient, tapotant sur les claviers des consoles ou bien relisant et annotant les derniers rapports reçus sur l'avancement des Innommables. Au centre de la pièce, les âmes des anciens et meilleurs ouvriers de la caste, contenus dans le cylindre d'énergie, s'agitaient, créant de multiples ondulations iridescentes. « Monsieur !» Brayon se retourna vers celui qui venait de l'appeler. « Ils seront là dans 15 minutes, lui signala l'homme d'une voix mal assurée. « Merci, soupira Brayon. » Alors que l'autre revenait à sa console, Brayon s'approcha avec lenteur du cylindre des âmes. « Que allons-nous faire ?» murmura-t-il à l'attention de la colonne dans laquelle les volutes blanchâtres et laiteuses tourbillonnaient sans cesse. « C'est la fin. » Bien sûr, il avait suivi toutes les instructions d'Orlim, même s'il ne comprenait pas à quoi elles pouvaient bien servir contre les Innommables. Creuser un complexe souterrain sur Krigarna, la principale planète de ce système solaire, et y déposer toutes les archives papier qu'il possédait sur la civilisation lilarienne, cette première directive avait déjà semblé désespérée. Orlim et l'oracle savaient donc qu'ils étaient perdus et ils lui demandaient de laisser une trace derrière eux. Les autres consignes étaient plus mystérieuses, notamment celle de la porte de la salle de commandement, cette salle même où il se trouvait actuellement. Pourquoi Orlim avait-il ordonné une ouverture de secours basée sur un dispositif tactile et l'analyse d'un ADN bien particulier ? Le maître de l'oracle n'avait jamais répondu à ces questions, il lui avait juste demandé de suivre ses instructions à la lettre. Quant à la dernière et la plus étrange de toutes, Brayon n'avait pas encore eu l'occasion de la réaliser et il s'en estimait heureux. Il posa une main sur sa poitrine à l'endroit exact où se situait l'enclume, la clé de pouvoir des ouvriers. Depuis la fin de sa fabrication, Brayon ne la quittait plus. Il avait demandé la confection d'une lanière de cuir lui permettant de la porter en collier. Jour et nuit, elle pendait là, autour de son cou. « Monsieur ?» Le même ouvrier se trouvait de nouveau derrière lui et l'interpellait. « Il va être temps d'évacuer, » affirma l'homme. « Je sais, » murmura Brayon. « Faites l'annonce. » L'autre acquiesça et se dirigea vers l'une des consoles munies d'un micro. Diffusée par les centaines de haute-parleurs de la base d'Ekatoria, sa voix se répandit dans chaque pièce et chaque couloir. « Votre attention s'il vous plaît. Veuillez vous rendre immédiatement vers la plateforme d'embarquement. Tout le personnel est prié d'évacuer. Je répète, tout le personnel est prié d'évacuer. » Tandis que les ouvriers et ingénieurs quittaient la salle de commandement, Brayon se tourna vers le cylindre des âmes. « Nous voici donc parvenus au moment de vérité, mes amis, » murmura-t-il. « La fin de notre caste est proche. Jamais je n'aurais cru que cet instant surviendrait un jour. » Une fois tout le monde parti, un silence presque irréel tomba, rendant l'endroit froid et inquiétant. Brayon, resté seul, comprit qu'il était maintenant temps d'effectuer les ultimes instructions d'Orlim, avant que les Innommables n'arrivent. Il se dirigea vers les écrans de contrôle qui montraient chaque recoin de la base et attendit patiemment l'évacuation de tous les ouvriers et ingénieurs. Lorsque la toute dernière navette eut décollé pour rejoindre le complexe souterrain de Krigarna, il ferma le sas extérieur. Sur sa console, il saisit le code ADN fourni par Orlim, afin que l'unique porte qui donnait accès à la salle de commandement soit scellée et ne s'ouvre qu'au contact d'une personne bien spécifique. Malheureusement, cette action qui ne pouvait être effectuée qu'à partir du terminal principal condamnait Brayon.
Entre le moment où Orlim avait exposé son projet auprès du Grand Conseil et l'attaque prévue des Innommables, il s'était écoulé trop peu de temps pour que la caste des ouvriers puisse poser un dérivateur sécurisé à l'extérieur. Orlim avait été anéanti d'apprendre que son plan obligeait Brayon à s'enfermer lui-même de façon définitive. Il s'était aussitôt proposé pour le remplacer, mais Brayon avait refusé. Orlim était le seul qui semblait avoir une solution pour l'avenir de Zilaria. Brayon soupira. Il venait d'effectuer la première partie de l'instruction, la plus facile. Il retourna près du cylindre des âmes et s'effondra sur une chaise. Encore quelques minutes, murmura-t-il. Il sentit un poids peser sur sa poitrine. Le silence, qui régnait ici à présent, augmentait son angoisse, si bien qu'il se mit à parler à la colonne. « Savez-vous pourquoi j'ai accepté ce poste auprès du Grand Conseil » dit-il avec un rire sans joie. « Pour passer plus de temps avec ma famille. Nous habitons Hilaria et ma femme se plaignait régulièrement de mes voyages incessants dans nos différentes colonies. Il faut dire que j'étais superviseur des grands travaux. À ce titre, je devais être présent sur chaque grand chantier. Il m'arrivait de m'absenter de chez moi pendant plusieurs mois d'affilée. Donc, quand mon prédécesseur s'est retiré du Grand Conseil et qu'on m'a proposé de reprendre son poste, j'ai accepté. » Il sentit ses yeux piquer et devenir humides. Une larme chaude coula lentement le long de sa joue. « Et voici maintenant que je vais mourir ici, à des années-lumière de ma femme et de mes 2 filles. » Il sanglota durant quelques secondes, submergé par le vide douloureux qu'il ressentait au sein de sa poitrine. « Tout ce que j'espère, c'est qu'elles s'en sortiront et que notre civilisation finira par renaître. » Soudain, il sentit une vague de colère l'envahir. « Maudits innommables !» hurla-t-il. « Soyez tous damnés, vous et vos descendants !» Il plongea son visage dans ses mains, et laissa sa souffrance prendre possession de tout son être, sans y opposer la moindre résistance. Il resta prostré ainsi pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que des bruits d'explosion et des vibrations le fassent relever la tête. « Ils sont là » dit-il d'une voix glacée par la peur. Il sortit l'enclume de dessous sa chemise et la retira de son cou. D'après Orlim, ils sont attirés par les clés. Il n'a pas su m'expliquer pourquoi, murmura-t-il. Il se leva brusquement, résolu à mettre à exécution l'ultime requête d'Orlim. Il tapota quelques boutons sur la console qui entourait la base du pylône transparent. Une portion s'escamota, libérant un passage vers les âmes, qui ne cessaient de tourbillonner dans leur cage cylindrique. « Moi, Brayon, dit-il d'une voix forte, dernier représentant de la caste des ouvriers auprès du Grand Conseil de Zilaria, je me présente devant vous. » Il brandit l'enclume qui se balançait au bout de sa lanière de cuir. « Âme de notre caste, reprit Brayon, je vous demande de m'accueillir, moi et cet objet du pouvoir qui est à ma charge. Accordez-moi une mort rapide et acceptez mon âme parmi vous. Protégez la clé durant les siècles à venir, jusqu'à ce que quelqu'un de notre race ne vienne et ne la réclame. Cette personne se présentera à vous et vous la reconnaîtrez comme notre digne héritière. » Il se tut pendant quelques secondes, puis reprit haut et fort, criant presque. « Serbena !» Le diamant de l'enclume se mit à briller d'une lumière ardente. Brayon la regarda pendant quelques instants, puis il la plaça au creux de sa paume et la serra contre lui. Alors que les innommables intensifiaient leurs tirs sur la petite lune, Brayon s'avança vers le cylindre. Arrivé tout contre lui, il eut un moment d'hésitation, puis reprit sa marche, franchissant lentement la barrière d'énergie qui maintenait les âmes dans ce cylindre virtuel, il finit par y disparaître totalement. À l'extérieur, les innommables cessaient leurs attaques. Nadioska sentit que quelqu'un lui tapotait les joues, elle ouvrit brusquement les yeux. Elle était allongée à même le sol, Jade, à genoux à côté d'elle. Il eut un soupir de soulagement. « Ça va mieux ?» demanda-t-il inquiet. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Nadioska se releva pour s'asseoir. « Je sais où est l'enclume et je connais le mot de commande » affirma-t-elle. Iridris et Ilan, qui s'étaient eux aussi rapprochés de la jeune confédérée, se regardèrent surpris. « Ça t'est venu pendant que tu te trouvais dans les vapes ?» s'enquit Jade. « J'ai vu le passer » répondit-elle. « Les innommables ont attaqué la base où nous sommes actuellement. Ceux qui travaillaient ici ont tous évacué vers Krigan sauf une personne, celui qui gardait l'objet du pouvoir. Il est entré dans cette colonne. Il est mort là-dedans. » Elle ponctua sa phrase en dirigeant son regard vers le centre de la console.
Il n'est pas fait de verre, continua-t-elle, mais d'une barrière énergétique. On peut y pénétrer. Iridris s'approcha du cylindre et l'observa attentivement. Et où se situe l'enclume demanda-t-elle. À l'intérieur, répondit Nadioska en se remettant debout. Et je crois savoir comment la récupérer. Elle chercha quelque chose sur la grande console circulaire pendant quelques secondes avant d'actionner 3 boutons. Une petite section de cette console s'escamota, lui laissant un passage étroit. Ça devrait être rapide, alors si je ne reviens pas d'ici 1 ou 2 minutes, n'hésitez pas à me sortir de là, expliqua-t-elle avec calme. Tu as l'intention de faire quoi ? S'inquiéta Jade. Tu viens de dire que le type qui gardait l'enclume était mort dans ce truc. Les âmes ne me feront rien, affirma Nadioska. Elle s'avança avec lenteur vers la colonne, tout comme elle avait vu Brayon le faire quelques milliers d'années auparavant. Au moment de traverser la barrière d'énergie, elle ressentit un léger picotement et ses cheveux se soulevèrent faiblement sous l'effet de l'électricité statique. Machinalement, elle prit une grande bouffée d'air dans les poumons et pénétra dans le cylindre. Malgré le fait qu'elle ait gardé les yeux grands ouverts, elle ne remarqua rien à part les volutes blanches qui l'entouraient de toutes parts. Elle balaya l'espace devant elle avec ses bras, espérant toucher un objet ou un obstacle quelconque, mais ne trouva rien. Soudain, elle sentit un poids inhabituel qui pendait à son cou. Elle ramena sa main et chercha ce qui pouvait bien causer cette sensation. Il s'agissait d'une lanière qu'elle supposa être de cuir. Elle la parcourut du bout des doigts et arriva jusqu'à son extrémité, là où quelque chose de plus lourd était accroché. Elle ressortit du cylindre. Ses 3 compagnons l'attendaient, visiblement anxieux. Elle leur sourit et leva devant elle la sangle au bout de laquelle pendait une enclume dont la base était composée d'un magnifique diamant. « Serbena » murmura-t-elle. La pierre précieuse se mit à briller d'une lumière intense sous les yeux à la fois étonnés et admiratifs des 3 Silians.